14 juillet, fête nationale. Aujourd'hui, le président de la République reçoit. C'est la traditionnelle Garden Party. Ambassadeurs, hautes personnalités, élus et ministres sont invités au palais de l'Élysée. Une réception à laquelle sont aussi conviés de simples citoyens. Mais attention, on n'entre que sur invitation. À l'intérieur, voilà ce que l'on découvre. Dans les salons et les jardins, quelques milliers de privilégiés se pressent autour des buffets. Le champagne coule à flot et les petits fours sont très appétissants. Il y a verveine, crustacés et il y a du lait de coco. Le clou de la journée, c'est l'apparition du couple présidentiel. Vous faites honneur à la France, vous êtes l'avenir de la France et je vous en remercie. C'est la première fois que je viens, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, magique. C'est le roi reçoit, c'est le peuple. Donc le peuple vient, le peuple vient manger. Ça doit chiffrer pas mal quand même. Je voudrais pas avoir à payer la note en tout cas, ça c'est sûr. Combien coûte cette réception? Impossible de le savoir. La facture de ce pince-fesses républicain n'est jamais rendue publique. Pas plus que l'immense majorité des autres dépenses de l'Élysée. En France, le président jouit d'un statut financier à part. Il n'a pas de compte à rendre et personne ne peut le contrôler, pas même les députés. On a toujours un peu l'impression que le contrôle et la volonté de transparence, c'est gênant. Cette opacité budgétaire au sommet de l'État est une particularité française. Ce qui nous étonne toujours, c'est le côté monarchique de la présidence française et du pouvoir français. Le mot pouvoir n'existe pas en anglais, par exemple. On parle du gouvernement, de l'État. Mais le pouvoir, c'est quelque chose de très puissant et un peu mystérieux qui existe en France. Les finances de l'Élysée sont un secret d'État. Enquête sur l'un des derniers tabous de la République. L'Élysée, le saint des saints de la politique française. Depuis 1875, c'est ici que le président de la République vit et travaille. Adresse 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, à 2 pas des Champs-Élysées dans les beaux quartiers de Paris. Un lieu secret. Les caméras y rentrent rarement. Ce jour-là, Jacques Chirac reçoit la visite du Premier ministre bulgare. C'est l'occasion de filmer la vie du palais. Mais dès la cour d'honneur, on nous rappelle à l'ordre. Je vais vous demander de monter jusque là-haut, s'il vous plaît, en passant par ici. Merci. Ici, vous avez votre emplacement. Merci. L'emplacement réservé aux caméras et aux photographes se trouve à gauche du perron, derrière un cordon de sécurité. Difficile de faire un pas de côté, nous sommes sous surveillance. Arrivée du Premier ministre bulgare. Nous devrons nous contenter de cette image officielle. Pas d'interview, la traditionnelle poignée de main sur le perron, c'est tout. Pour entrer au palais, nous devrons attendre une autre occasion. 5 semaines plus tard, à l'Élysée, des élus locaux doivent être décorés par le président. Là encore, le protocole est strict pour les journalistes. Donc, alors vous n'êtes que caméra, vous restez ici. D'accord. La caméra qui va là-bas. D'accord. D'accord. Vous restez sur le podium. Hein. Et dès que c'est terminé, dès qu'on vous dira, bon, ben c'est terminé pour les images, il faut arrêter. Hein. D'accord. On peut poser des questions? Non. Monsieur le Président de la République, Madame Jacques Chirac. Ce jour-là, le président Chirac remet les écharpes d'or de la prévention routière. Nous sommes dans la salle des fêtes, la plus grande salle du palais. C'est pourquoi j'ai tenu à vous recevoir ici, dans la maison de la République, avec mon épouse. Décorum imposant, luxe de dorure, lustre en cristal, les ors de la République dans toute leur splendeur. Une splendeur monarchique. Le palais a été construit au début du XVIIIe siècle. Il a abrité la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour. La suite de la visite, nous ne pouvons la faire que sur Internet.
Voici le salon Murat où se tient le Conseil des ministres tous les mercredis. Le jardin d'hiver, le salon des ambassadeurs. En tout, l'Élysée compte 375 pièces. Pour filmer les coulisses de ce palais, comprendre son fonctionnement et découvrir son train de vie, nous faisons une demande officielle. Réponse : impossible. Pour savoir pourquoi, nous tentons de joindre l'attaché de presse de la présidence. Présidence de la République. Écoutez, nous lui avons fait part de votre appel, hein, donc je pense qu'elle vous rappellera. Hein. Les jours puis les semaines passent, toujours aucune nouvelle de la conseillère du président, malgré nos appels quasi quotidiens. Après 6 semaines d'échecs, nous passons au stade supérieur. Président de la République, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu avoir le secrétariat de Claude Chirac, s'il vous plaît. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Claude Chirac est la conseillère en communication du président. Avant de lui parler, il faut lui envoyer un fax. Nous le faisons sans plus de résultats. Écoutez, là, monsieur, elle est à l'extérieur pour l'instant. Je note à nouveau. Bien sûr. Hein, je lui fais part de votre appel. S'il vous plaît, oui. Entendu. Vous avez mes coordonnées? Tout à fait. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Au revoir. 2 mois après notre premier courrier, nous recevons un appel du service de presse de la présidence. Enfin, nous apprenons pourquoi filmer le fonctionnement de l'Élysée est impossible. Voilà, je voulais vous expliquer les choses sur tout ce qui concerne coulisses, fonctionnement de l'Élysée, etc. Désolée, mais ça n'a jamais été fait. Et pourquoi ça ne peut pas être fait? Parce qu'on a eu des tas de demandes et qu'on ne peut pas privilégier un reportage par rapport à un autre. C'est pas une volonté de vouloir cacher des choses, c'est qu'en audiovisuel, on l'a jamais fait. Ouais. C'est vrai que ça serait plus simple, vous le feriez, ça permettrait d'être d'autant plus transparent, quoi. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Bah, oui, mais bon, à partir du moment où j'ai déjà dit non à 100 personnes, ça me paraît compliqué de vous dire oui, c'est tout. Et pas question non plus d'interviewer les collaborateurs du président pour parler d'argent. A priori, non, en on, ça vous n'avez jamais vu ni le chef de cabinet, ni le directeur de cabinet, ni le directeur du personnel encore moins s'exprimer là-dessus. Ouais, c'est un principe. Ouais. Voilà, c'est une maison aussi très rigide, l'Élysée, qui est une vieille dame, quoi. Donc, faut pas la bousculer. Il faut pas la bousculer. Et... Pas d'interview, pas d'image. L'Élysée refuse de jouer la transparence. Et pas seulement avec nous. Pas mal de demandes. À l'Assemblée nationale, un homme a décidé de bousculer la vieille dame. René Dosière, député socialiste de l'Aisne et vice-président de l'Assemblée. Jean-Marie Chaud. Sous son allure débonnaire, le député cache la détermination d'un justicier. Il travaille sous l'œil de son héros. Ah, Lucky Luke. C'est un cow-boy solitaire, bon, et puis qui est très sympathique, il n'y a jamais de mort et chez lui. Et puis c'est quand même celui qui rend la justice. Alors, bon, à mon niveau, peut-être, un peu Lucky Luke. Le député a dégainé en 2001. Ce jour-là, il monte à la tribune de l'Assemblée et dénonce le manque de transparence dans les finances de l'Élysée. Cette opacité, organisée et entretenue depuis 1995, témoigne d'un manque de considération envers le Parlement. Nous sommes en période de cohabitation. Chirac est président, Jospin Premier ministre. La secrétaire d'État au budget, une socialiste, plonge le nez dans ses notes et ne répond pas. À gauche comme à droite, on ne touche pas à l'argent de l'Élysée. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Oui, depuis, disons, depuis 50 ans, enfin sans doute depuis 90 ans, mais enfin depuis la Ve République, jamais aucun député n'a parlé du budget de l'Élysée. Pourquoi? Ça ne le regarde pas? Oh, parce que c'était la tradition, comme on dit, la coutume, bref, le respect qu'on doit au chef de l'État, bref, enfin des habitudes. Les dépenses de l'Élysée pour une année, les voici. Le document comptable tient en 3 feuillets et un tableau. Achat de biens, de fournitures, impôts et taxes, charges de personnel, c'est pour le moins vague et succinct. Total, environ 32 millions d'euros. Voilà, c'est toutes les explications qu'on a, et encore depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé
interrogé la présidence et où l'Assemblée a dit qu'il faudrait quand même que la présidence donne quelques éléments d'information. Donc on a 3-4 pages. Voilà. Quand on compare avec ce que publie l'Assemblée nationale chaque année. Écoutez, ça n'a rien de comparable. Voilà par exemple ce que donne l'Assemblée. Écoutez, c'est un document de 150 pages. C'est le jour et la nuit, quoi. Quand on n'a rien à cacher, je veux dire, c'est que... On le dit. Si on a des aspects qui sont dissimulés, c'est que vraisemblablement, il y a des choses à cacher. Alors, je vous dis lesquelles. Alors, année après année, depuis 2001, René Dosière profite des discussions budgétaires pour enfoncer le clou. L'absence totale de transparence concernant le budget de la présidence crée une situation malsaine et dangereuse. Nos institutions sont menacées. L'utilisation de l'argent public doit être exemplaire et irréprochable. Et j'ajoute que la présidence de la République devrait être exemplaire. Ces attaques répétées finissent par agacer sur le banc des ministres. Monsieur le ministre. Alors, monsieur Dosière. Alors, monsieur Dosière, il s'est fait depuis ces dernières années une spécialité. On pourrait qualifier cela d'ailleurs du quart d'heure Dosière. Tous les ans, il nous fait le même numéro. Et ce qui m'a toujours un peu fait sourire, et donc je le dis à Dosière en rigolant, et donc en appelant ça le quart d'heure Dosière, c'est qu'il consacre son énergie à parler du budget de l'Élysée sous la présidence Chirac. Et je regrette qu'il n'ait pas dépensé la même énergie sous la présidence Mitterrand, puisque comme il est mon aîné, il était déjà député de ce temps-là, pour faire le même exercice sous la présidence Mitterrand, parce que là, objectivement, il y avait de quoi taper. Gauche et droite se renvoient la balle à l'Assemblée. Une chose est sûre, le culte du secret à l'Élysée ne date pas du président Chirac. Sous Mitterrand, il y avait des lieux interdits. Car la présidence de la République, ce n'est pas seulement le palais de l'Élysée. Son patrimoine immobilier est vaste. À Paris, il y a l'hôtel Marigny pour recevoir les hôtes étrangers. Dans la rue de l'Élysée, 2 annexes abritent des bureaux et la crèche du personnel. Mais en bord de Seine, il y a un édifice plus mystérieux. Le drapeau tricolore flotte sur ce bâtiment, mais son fronton ne porte aucune inscription. Seuls les initiés connaissent son affectation. Ah bien, là, ça s'appelle le palais de l'Alma. C'est un monument historique qui, depuis 1881, est affecté à la présidence de la République. Et derrière cette façade anonyme, il y a de la place. Ces anciennes écuries de Napoléon III sont même plus vastes que le palais de l'Élysée. Nous avons demandé à filmer à l'intérieur, refus de la présidence. René Dosière sait par des indiscrétions que le bâtiment est loin d'être vide. On a des garages, on a des ateliers, on a le service du courrier, il y a à peu près 80 personnes, et puis il y a des logements. Alors des logements qui sont affectés à du personnel en poste à l'Élysée, mais aussi c'est dans cet immeuble que François Mitterrand logeait avec Mazarine et la mère de Mazarine. Voilà l'explication du secret entourant ce palais de la République. Le président Mitterrand y avait installé sa seconde famille. Lui-même y rentrait dormir le soir, et à l'époque, personne ne devait le savoir. Aujourd'hui encore, on ignore qui est logé au 11 quai Branly. Il y aurait 5 ou 6 logements pour les plus proches collaborateurs du président et plusieurs dizaines d'appartements pour les employés de l'Élysée. On n'en sait pas plus. La présidence ne donne pas la liste des occupants. Comme tout ce qui concerne la présidence de la République dans notre système, c'est un mystère. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça de la présidence qui sont... Ah ben, il y a un lieu qui est très mystérieux, qui est Souzy-la-Briche. Souzy-la-Briche, l'autre lieu secret de la présidence Mitterrand. Sur le site internet de l'Élysée, pas de photo. On parle juste d'une résidence privée du chef de l'État. Nous décidons d'aller voir sur place. Souzy-la-Briche est à 40 km de Paris, dans l'Essonne. En arrivant dans le village, nous tombons tout de suite sur 2 hauts murs. Qu'y a-t-il derrière ? Les habitants ne savent pas grand-chose sur ce vaste domaine. Il n'a jamais été ouvert, enfin moi depuis que j'y habite, il n'a jamais été ouvert au public. Qui habite là? Aucune idée. C'est le château présidentiel, mais... C'est un peu réservé, hein. Bon, vous savez, vous pouvez vous prendre autour du château, parce que vous pouvez faire tout le tour du château, à pied, si ça vous... Pas en voiture, éviter. Mais bon, c'est toujours pareil, il ne faut pas trop stationner, sinon vous êtes tout de suite repéré. À peine avons-nous posé la caméra pour filmer le mur de la propriété
qu'une voiture de gendarme arrive. Bonjour. Vous voulez voir les papiers ? Oui, s'il vous plaît. On contrôle nos papiers sans nous dire pourquoi. Du coup, nous allons à l'entrée du domaine. Nous tentons de filmer le château et le parc. C'est une résidence privée, vous n'avez rien à faire là. Vous avez une autorisation ? Pour se garer ? Vous avez une autorisation pour la voiture là ? Non. On pensait que c'était Vous n'avez rien à faire là, ici c'est une propriété privée, hein. C'est hors de question que vous restiez là. Hein. Vous n'avez rien à faire là, c'est privé là, je vous demandais de partir. Bien sûr, mais on s'en va, c'était pour pas mettre la voiture si vous n'avez pas n'importe où. d'autorisation, vous n'avez pas le droit de rester garé là. Il n'y a pas de souci, on va partir de là, On va franchement. partir s'il vous plaît. Okay. Nous partons sans avoir vu grand-chose. Impossible de filmer quoi que ce soit sur la terre ferme. Alors nous allons trouver une autre solution. À bord d'un ULM, direction la résidence présidentielle. Pour la première fois, vous allez voir à quoi elle ressemble. C'est un domaine exceptionnel. 14 hectares ceints de murs, une demeure bourgeoise aux allures de petit château, des jardins à la française et un canal de 250 mètres de long au milieu duquel nous découvrons une chapelle gothique. Et ce n'est pas tout. Au-delà des murs, l'ensemble du domaine couvre plusieurs centaines d'hectares, des champs, des forêts et même ce hameau. Tout cela, la présidence en hérite à la fin des années 70 grâce à un don privé. Le président Mitterrand choisit cette demeure pour passer des week-ends discrets avec sa fille Mazarine. Le président Chirac, lui, n'y viendrait jamais. Sa fille Claude, par contre, aime s'y reposer. D'un septennat à l'autre, les habitudes se perpétuent. Mais il fut un temps où les présidents se méfiaient moins des caméras. Regardez, ces images datent de 1970. Le président Georges Pompidou reçoit les lettres de créance d'un ambassadeur devant une caméra. Ces séquences sont issues d'un documentaire d'1h15 sur la vie du président à l'Élysée. On le suit pas à pas, d'heure en heure, dans tous les recoins du palais. 13h15, où la boîte vernie d'un ascenseur respire comme un air de liberté. Plus surprenant encore, en fin de journée, la caméra accompagne le président jusque chez lui. Je rentre dans ce qu'on appelle les appartements. Mais c'est quand même une façon de couper avec le bureau et d'être dans une autre atmosphère, d'autant plus que nous avons cherché à faire que cet appartement ressemble un peu à ce que nous souhaitons, à ce dans quoi nous avions l'habitude de vivre. Le couple présidentiel se laisse filmer dans son intimité à l'heure de l'apéritif. Je crois que c'est mieux d'avoir mis les deux petits Poliakov là, tu vois. En tout cas, on les voit beaucoup. C'est mieux. Des images impossibles à réaliser aujourd'hui. Pourquoi ? Un an après son élection, Valéry Giscard d'Estaing joue lui aussi portes ouvertes à l'Élysée. Vous avez pris des images à côté ou pas? Non, monsieur le président. Le président est filmé dès le petit déjeuner, à l'heure où il mange sa tartine. Valéry Giscard d'Estaing a accepté de nous recevoir. Il nous dit pourquoi il a voulu ouvrir les portes du palais. C'était de rester naturel. Je ne voulais pas que la fonction présidentielle, en tout cas la mienne, devienne quelque chose d'artificiel, une espèce de déguisement. Dans ce document, le président dévoile son travail au quotidien. Le voilà dans une réunion au milieu de ses collaborateurs. Certains expliquent même le fonctionnement de la maison. De manière générale, dans l'ensemble de ces tâches, d'abord de l'informer. On voit le secrétaire général, le directeur de cabinet, le secrétaire général adjoint parler face à la caméra, expliquer ce qui se passe. Ça, on ne l'a plus jamais vu. Non, jamais vu. Ni avant. Ni après. Pourquoi vous les avez laissés? Parce que c'est normal. Pour que le régime politique soit bien vécu, il faut qu'il soit ouvert. Il faut que les gens sachent comment il marche, qui est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire, si on a des difficultés, lesquelles, etc. Donc c'était une démarche simplicité et être normal, ne pas cacher les choses dans un décor ou dans une présentation. Bien sûr, ce film est une opération de communication pour le président. Mais la caméra entre dans les coulisses et on y parle même d'argent. Nous avons deux beaux services qui sont, d'une part, les départements, d'autre part, le service Duplessis, qu'on appelle les oiseaux. Vous avez une idée du prix d'une assiette à peu près?
Oui, celle-ci actuellement, les oiseaux valent 140 000 anciens francs. La transparence, ça veut dire qu'on ne cache pas les choses. On ne les cache pas. Il peut y avoir très rarement des secrets d'État, mais très rarement. En fait, ce qu'on cherche à cacher, naturellement, au contraire, c'est ce dont on n'est pas fier. Voilà, ça, évidemment, on montre les choses. Donc vous êtes pour une transparence, même financière, de la présidence? Naturellement, financière, c'est absolument normal. La transparence financière n'a pourtant jamais existé à l'Élysée. La présidence n'est tenue de rendre aucun compte et n'est soumise à aucun contrôle financier. Jean-Claude Colliard entre à l'Élysée en 1981 dans le cabinet de François Mitterrand. Il découvre que des entreprises publiques aident la présidence. À peine arrivé, quelques jours après, je reçois la visite d'un envoyé du directeur général d'une grande entreprise publique qui me dit « Qu'est-ce qu'on fait pour les contrats ?» Alors, je lui dis, pardon, de quoi s'agit-il? Il me dit, mais vous n'êtes pas sans savoir que par tradition, il y a 2 contrats de la maison qui sont mis à disposition de l'Élysée. Alors, justement, j'étais sans le savoir, donc je lui dis, bon, très bien, je la prends, je vais réfléchir un peu, puis je vous rappelle. Air France a ainsi coutume de payer le salaire de 2 collaborateurs du président. François Mitterrand accepte cette tradition. Plusieurs entreprises publiques sont mises à contribution. Elles rémunèrent des emplois de l'Élysée sans aucun rapport avec leur activité. Officiellement, cette pratique n'a plus cours depuis 1995. Autre curiosité comptable, le gouvernement versait chaque année à l'Élysée des sommes à dépenser en liquide. Je vois que vous voulez me faire parler des fonds secrets, oui, sur lesquels il y a beaucoup de légendes, donc, mais comme ils sont secrets, je ne vous en parlerai pas, mais il pouvait arriver qu'on fasse appel à cette source pour telle ou telle dépense exceptionnelle. Et le plus curieux, par exemple, ça va vous surprendre, c'était que chaque année, le trésorier payeur général venait me voir en disant « ça, la réception du 14 juillet, j'y arriverai pas ». Et donc, on lui faisait un petit complément là-dessus pour qu'il puisse payer la réception et les petits fours de la République du 14 juillet. Ces fonds secrets permettaient aussi d'offrir chaque mois aux collaborateurs du président une enveloppe d'argent liquide, une prime exonérée d'impôts. Et ce n'est pas tout. Les dépenses de sécurité à l'époque étaient payées pour l'essentiel avec ces fonds dits spéciaux ou secrets. Puis il y avait, c'est vrai, des dépenses politiques. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces dépenses politiques? Bon, diverses. Bon. On n'en saura pas plus. Cette comptabilité parallèle était détruite à la demande de François Mitterrand en personne. Et chaque année, il regardait le cahier que j'avais rempli d'une sage écriture. Il me disait, c'est en ordre? Je lui disais, oui. Il me disait, bon, c'est très bien. Parlons d'autre chose. Et vous en faisiez quoi? Je crois que je le brûlais parce que c'était la tradition. Une fois que c'était vu par le président de la République, ça devait disparaître. Cette utilisation des fonds secrets par l'Élysée est interdite depuis 2001. Aujourd'hui, le budget officiel de la présidence est de 32 millions d'euros, une somme votée par le Parlement. Mais à quoi sert cet argent? L'Élysée donne très peu de détails. René Dosière veut savoir comment sont dépensés ces 32 millions. Problème, comme député, il n'a pas le droit de questionner directement le chef de l'État. Alors, il a trouvé une astuce. Il pose des questions écrites au gouvernement. En 5 ans, il a posé près de 100 questions sur les dépenses de l'Élysée. Le gouvernement est obligé de lui répondre. Parfois, ça prend des mois, voire des années. Exemple, sur le parc automobile de la présidence. On me répond sur le nombre de véhicules, mais on ne me dit pas combien ça coûte. Donc je repose. Si, j'avais demandé. Donc là, on ne me répond pas. Alors je pose une deuxième question en disant, attendez, je vous ai demandé combien ça coûtait, vous ne me l'avez pas dit, donc je vous la repose. Et puisqu'il s'agit d'une deuxième question, je relance et je dis, au fait, combien il y a de chauffeurs pour le président et pour son épouse? Alors on me répond combien ça coûte. On me dit, il y a 2 chauffeurs pour le président. Et on ne me dit rien sur la présidente. Donc je repose une troisième question, on dit, attendez, je vous ai demandé combien il y en avait pour la présidente, vous n'avez pas répondu, je vous repose la question. Donc on y va comme ça, progressivement. Grâce à sa ténacité, le député a réussi à obtenir une information banale aussi cachée qu'un secret d'État. L'Élysée dispose de 61 voitures et 7 scooters. Autre révélation, la surveillance du château de Bitty, la propriété privée des Chirac en Corrèze.
elle mobilise 37 gendarmes et coûte aux contribuables 1 900 000 € chaque année. Selon l'élu socialiste, il y aurait environ 1000 personnes employées par l'Élysée. Mais impossible de savoir qui. La présidence ne publie pas son organigramme. Pour Dosière, tout est bon pour percer les secrets de l'Élysée. Écoutez, ça c'est le répertoire téléphonique de la présidence de la République. Donc ça permet, par exemple, de savoir combien Mme Chirac dispose de collaborateurs, puisque d'après les postes téléphoniques, il y en a 12 à 13. C'était une question que j'avais posée, et puis on ne m'avait pas répondu. Maintenant, j'ai la réponse. C'est un document précieux. Oui, c'est utile. C'est la présidence qui vous l'a donné? Enfin, oui, je vous assure, je ne l'ai pas volé. Le député socialiste n'a pas peur de mettre en cause Jacques Chirac en personne. Il l'accuse d'avoir fait exploser les dépenses de l'Élysée pendant ses 12 ans de mandat. C'est une multiplication par 9 entre 1995 et 2006. Donc vous voyez, c'est plus 798%. Donc c'est un chiffre énorme, si vous voulez. C'est des chiffres, des progressions de l'ordre de 25 à 30% d'une année sur l'autre qu'on n'avait jamais connues auparavant. La droite conteste cette flambée des dépenses du président. Sous Mitterrand, et probablement avant, j'en sais rien, mais en tout cas sous Mitterrand, le budget officiel de l'Élysée était rikiki. C'était 3 millions d'euros, l'équivalent des euros. Bon. Pourquoi? Parce que les dépenses de la présidence de la République sous Mitterrand étaient prises en charge par tous les autres ministères. Donc évidemment, ça faisait un budget rikiki. Bon, qu'a décidé le président Chirac? Petit à petit, de budgétiser l'ensemble des dépenses de la présidence de la République. C'est-à-dire de ramener dans un seul document et dans un seul budget l'ensemble des dépenses de la présidence de la République. Alors évidemment, du coup, on est passé de 3 millions à 32 millions. Ça explose. Et c'est pas que ça explose, c'est en réalité des dépenses qui existaient dans d'autres ministères, mais que pour des raisons de transparence, on a regroupé dans un seul. Les ministères ne payent plus pour l'Élysée? René Dosière a voulu vérifier. Et grâce à ses questions au gouvernement, il prouve que les vieilles habitudes n'ont pas disparu. Le ministère de la Culture, par exemple, paye l'entretien des palais présidentiels. Le Quai d'Orsay paye les voyages du président à l'étranger et les réceptions diplomatiques. Le ministère de l'Intérieur règle la note des déplacements en France. Et puis il y a un ministère qui, lui, est tout simplement taxé d'office. C'est le ministère de l'Outre-mer. Lui verse tous les ans 530 000 € en début d'année à la présidence, et puis ensuite ne s'occupe plus de rien. Les ministères payent aussi plus de 80% du personnel de la présidence. Ils prêtent des fonctionnaires et ne sont pas remboursés. Même le ministère des Finances joue le jeu. Il y a un certain nombre de personnels qui viennent de Bercy et qui, en l'occurrence, assument des tâches, notamment de secrétariat, de courrier et d'expertise. Parce qu'il faut que vous sachiez que la présidence de la République, c'est grosso modo 10 000 courriers par mois. C'est un truc de fou. Et que ce sont des courriers souvent assez pointus. Et je crois que c'est absolument indispensable que le chef de l'État puisse bénéficier des meilleures expertises dans la galaxie gouvernementale. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien, sauf que ces arrangements masquent le coût véritable de la présidence de la République. Ces dépenses invisibles s'ajoutent aux 32 millions officiels. Pour la première fois, René Dosière évalue les dépenses réelles de l'Élysée. Jusqu'à présent, on connaissait le montant qui est voté par le Parlement, qui est ce que j'appelle le budget officiel, celui qui a très fortement augmenté, mais enfin qui est aujourd'hui à 32 millions d'euros. Mais à côté de ça, il y a tout ce que les ministères financent, et ce que les ministères financent, c'est environ 52-53 millions d'euros. Donc le budget total, c'est 85 millions d'euros, en gros, à quelques milliers, centaines de milliers d'euros près. 85 millions d'euros par an. 3 fois plus que le budget officiel voté par les députés. La Maison Élysée coûte plus que la Cour d'Angleterre, réputée pour son faste. Élisabeth II dépense 55 millions d'euros par an. Dickie Arbiter a été le porte-parole de la reine au palais de Buckingham. J'ai travaillé pour la reine pendant 12 ans. J'ai commencé en 1989. Il était où votre bureau?
Mon bureau se trouvait juste là. Ma fenêtre donnait sur la façade et je pouvais observer les visiteurs. J'avais une vue imprenable sur la relève de la garde. Depuis 1993, la reine paye des impôts et elle publie ce document sur toutes ses dépenses. L'époque est à la transparence et à la modestie. Par exemple, la princesse Anne a pris un avion de ligne pour aller en visite officielle à Pékin et Singapour. Un vol commercial. Oui. Elle a pris un vol commercial, car c'est beaucoup plus économique que d'y aller avec la Royal Air Force, qui est très chère. Quand la reine fait une visite d'État à l'étranger, elle loue toujours un avion de la British Airways. Là encore, c'est beaucoup moins cher de louer un Boeing à la British Airways que de mobiliser un avion de la Royal Air Force. La reine doit maintenant tenir compte du regard de ses sujets sur ses dépenses. Et ce n'est pas toujours facile. Les députés l'ont contraint à des coupes budgétaires douloureuses. Nous avons obtenu un grand succès. Le yacht royal n'existe plus. C'était une extravagance ridicule. Ça servait uniquement à aller vers des destinations de luxe, comme la Barbade. On prétendait que cela aidait le commerce britannique, mais en fait, c'était un gouffre financier. On raconte que la reine a versé plus de larmes quand le yacht royal a été désarmé, plus de larmes qu'à la mort de Diana. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre accepte de réduire son train de vie. Elle n'a pas le choix si elle veut rester populaire. Alors, pourquoi l'Élysée dépense-t-il autant d'argent? Quel est le train de vie du président? Après son élection en 1995, Jacques Chirac promet une présidence modeste. Des mesures d'économie sont annoncées dès le premier Conseil des ministres. Le protocole officiel sera révisé dans le sens d'une plus grande simplicité. Le groupe de liaison aérienne ministérielle sera supprimé. Les moyens matériels des ministres, du Premier ministre et du Président de la République seront diminués. La mesure phare est la suppression du GLAM. Cet escadron militaire compte alors 4 jets et 3 hélicoptères, tous spécialement réservés au transport du chef de l'État et des ministres. Dorénavant, tous devront voyager sur les lignes régulières d'Air France. C'est ridicule de dire on va supprimer le moyen de déplacement d'un avion au président de la République. Moi, je trouve que c'est normal qu'un président de la République se déplace rapidement, puisse aller voir. Et comment voulez-vous qu'il fasse? Il ne va pas aller en train, même en TGV, voir ses collègues lorsqu'il fait la tournée des capitales européennes. Enfin, faut être sérieux. La bonne résolution du président Chirac est d'ailleurs vite oubliée. Sur l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris, à l'endroit même où était installé le GLAM, on trouve aujourd'hui un escadron aérien baptisé ETEC. Et ça, c'est un service qui dépend du ministère de la Défense, qui emploie 219 personnes et qui dispose de 2 Airbus, de 2 Falcon 800 et puis de 4 Falcon 50. Mais je croyais que le GLAM avait été supprimé par le président Chirac. Oui, c'est le nom qui a été supprimé. Le GLAM, je trouve que ça sonnait bien. Maintenant, c'est ETEC. Hein, Mais c'est la même chose. C'est la même chose, oui. La même chose en mieux. Le président dispose de 2 jets supplémentaires et surtout de 2 Airbus A319 comme celui-ci. Des avions aménagés sur mesure pour le chef de l'État. À l'avant, une chambre à coucher avec 2 grands canapés lits pour dormir pendant les longs parcours. À côté, une salle d'eau avec lavabo, toilette et cabine de douche. Et pendant le vol, président, Premier ministre ou ministre retrouveront leurs collaborateurs dans cette salle de travail. Que le chef de l'État dispose de cette flotte aérienne, aujourd'hui c'est admis. Reste une question. Qui utilise vraiment ces avions de la République? Officiellement, à l'Élysée, Jacques Chirac est le seul à s'en servir pour ses déplacements. Mais quand Dauzière se procure le décompte des heures de vol, il trouve quelque chose qui cloche. 746 en 2005. Ça fait quand même beaucoup d'heures d'avion et que l'on croise ces heures d'avion avec les déplacements officiels qui sont indiqués, on s'aperçoit que ça ne va pas, quoi. Donc il y a beaucoup plus d'heures d'avion utilisées que de déplacements officiels et donc il est vraisemblable que ces avions sont aussi utilisés par soit des collaborateurs, soit par l'épouse du président. D'ailleurs, quand elle est allée en Afghanistan
avec le ministre des Affaires étrangères, j'ai demandé qui supportait la dépense. Je pensais que ça allait être le ministère des Affaires étrangères. Non, c'est la présidence de la République. Bien que l'épouse du président n'ait aucun statut. De plus, le président utilise ses avions pour ses déplacements privés. C'est une tradition française. Jacques Chirac part ainsi en vacances au fort de Brégançon, la résidence d'été du chef de l'État, ou vers d'autres destinations. L'opacité sur les dépenses du président a provoqué plusieurs polémiques ces dernières années. En 2000, Paris Match publie les photos du palace de l'île Maurice où le couple présidentiel vient régulièrement. Prix de cette suite, 20 000 francs la nuit, soit 3 000 €. La presse suspecte l'Élysée d'avoir réglé la note. Jacques Chirac affirme qu'il a payé de sa poche. Nous appelons un responsable de l'hôtel. La conversation tourne court. Cher monsieur, alors là, vraiment, je ne parlerai plus jamais une seule fois de ce séjour. Je me suis fâché presque avec le président. Et si j'ai juste une question, c'est simplement juste pour savoir si le président avait payé son séjour. Non monsieur, non, je vous en prie. Je n'en dirai pas un mot. Pas plus un mot, jamais. Le train de vie du président et de son épouse est un sujet tabou. Les témoins qui acceptent de parler sont rares. Jean-Claude Laumont est l'un des seuls à accepter de nous rencontrer. Bonjour. Il était le chauffeur personnel de Jacques Chirac pendant 25 ans avant d'être remercié en 1997. Il n'a rien oublié. Ah, puis il est bon celui-là. Je bois une coupe de champagne en des souvenirs de certaines choses. Et j'étais le seul chauffeur où que les motards de la préfecture de police, je les mettais à la roue, collés à la roue. J'avais une roue comme ça, et je collais la voiture ici. Si vous... Hop, le gars il saute en l'air et puis terminé. Laumont est fier d'avoir accompagné le grand, comme il le surnomme, jusqu'au plus haut sommet de l'État. En 1995, Jacques Chirac quitte les 1000 mètres carrés de son appartement de l'Hôtel de Ville de Paris pour s'installer dans les appartements privés de l'Élysée. Et Madame Chirac n'est pas venue tout de suite aussi. Elle est venue beaucoup plus tard parce qu'on a refait un appartement en dessous la toiture. On a refait l'appartement de Madame Pompadour. Pour elle? Pour elle. Vous l'avez vu, vous êtes entré dans cet appartement? Bien sûr. Comment? À la fin. À la fin. Bah, c'était, disons, agréable. Sous les combles, il y avait jusque-là quelques appartements pour le personnel et une salle de gym. Bernadette Chirac crée un deuxième appartement privé de 130 mètres carrés. Elle a fait faire une chambre, enfin une suite supplémentaire pour sa famille, s'il passait à Paris. Voilà, parce que comme Madame Chirac dînait et déjeunait tous les dimanches avec sa maman, s'il y avait quoi que ce soit, comme ça, elle pouvait rester sur place. Le coût de ces travaux est resté secret. Personne n'a jamais filmé l'appartement. Aussitôt que Mme Chirac, l'appartement est fermé, plus personne ne peut rentrer, sauf le personnel de l'appartement. C'est terminé après. Seule information connue, cet appartement a été aménagé par un décorateur de renom, Alberto Pinto. Voici quelques-unes de ses réalisations. Le train de vie de l'Élysée n'est soumis à aucun contrôle extérieur. Il dépend des goûts et des habitudes de son locataire. Quand le général de Gaulle a été élu président en 1958, il a imposé sa vision de l'État et de la dépense publique. Jean Méot était à l'époque l'un de ses plus jeunes conseillers. Il garde le souvenir d'un homme à cheval sur les principes. Aujourd'hui, il veille sur la Fondation Charles de Gaulle. Vous allez entrer dans le bureau du général. Alors vous me précédez. Voici le bureau parisien occupé par de Gaulle avant son entrée à l'Élysée. Vous voyez sa sobriété, sa modestie, son humilité. Alors, le téléphone a été changé, mais je vais faire revenir le vieux téléphone parce que je trouve que c'est anachronique, ce téléphone, sur le bureau du général. Et la grande map monde qui est ici, c'est le vestige de son bureau à l'Élysée. Vous voyez qu'elle est beaucoup trop noble pour s'accommoder aussi bien avec la sobriété du bureau. On voit bien qu'elle tranche par rapport au bureau.
Devenu président, le général de Gaulle se plie au faste du protocole. Il le fait par devoir. Il y avait en lui en quelque sorte deux personnages, ce qui est tout à fait normal. Le personnage officiel qui représentait la France, qui devait la représenter avec dignité, solennité, grandeur, et en même temps le personnage sobre qui était celui de sa vie courante. Charles de Gaulle mettait un point d'honneur à distinguer ses dépenses de fonction et ses dépenses privées. En voyage officiel, il payait lui-même ses achats personnels. À l'Élysée, idem, il remboursait les timbres de ses courriers comme ses repas privés. S'il était amené à inviter sa famille à déjeuner le dimanche à l'Élysée plutôt qu'à Colombey, c'est parce que ses fonctions le contraignaient à être le dimanche à l'Élysée. Donc il aurait pu très bien considérer qu'il invitait sa famille parce que ses fonctions l'obligeaient d'être à l'Élysée. Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait alors à ce moment-là? Il payait le repas avec son chéquier personnel. Il savait, ce qui est la vérité, pour tout le monde, qu'un chef doit être exemplaire. Que si l'exemple ne vient pas du chef, si le mauvais exemple vient du chef, le mauvais exemple descend. Mao Tse-tung a dit « le poisson pourrit par la tête ». Cette conception gaullienne du pouvoir s'est perdue avec ses successeurs. Aujourd'hui, la pratique élyséenne est tout autre. Le chef de l'État est pris en charge financièrement 24 heures sur 24. Écoutez, il ne faut pas être mesquin. C'est quand même une charge très lourde, à certains égards épouvantable, parce qu'il n'y a pas de vacances, au sens fort, ça ne s'arrête pas. Il n'y a même pas de nuit, parce qu'à 3 heures du matin, étant donné les décalages horaires, il peut y avoir un événement en Asie, un événement aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, nous sommes pris dans un système qui est un système très lourd. Le président de la République, il habite sur place, il travaille sur place, il fait tout sur place, ne serait-ce que parce que c'est l'exigence de la fonction. Alors, bon, enfin, on peut toujours avoir une République exigeante au point de compter à partir de quel moment il doit payer son repas privé à l'Élysée ou pas. Je pense honnêtement qu'il y a d'autres urgences. Enfin, bon, voilà, ça permet de faire un débat. Au nord de l'Europe, ce débat est tranché depuis longtemps. Helsinki, capitale de la Finlande, ce pays de 5 millions d'habitants, fait partie de l'Union européenne. Il est connu pour abriter le premier constructeur mondial de téléphones mobiles, Nokia. Ici, le président de la République est une femme. Elle s'appelle Tarja Halonen. Elle est élue au suffrage universel, elle dirige les armées et la politique étrangère, comme le président français. Elle est populaire, sa simplicité fait recette. Symbole, cette image où Tarja Halonen rejoint James Brown sur scène. Voici le domicile officiel de la présidente pendant son mandat. Nous avons obtenu une autorisation de tournage sans difficulté. Bienvenue à Mantaniemi, la résidence officielle de la présidente de Finlande. Anne Pointy supervise l'administration et les finances de la présidence. Voici le hall de réception. Elle accepte de nous faire visiter les lieux alors que la présidente est en déplacement à l'étranger. La salle à manger, comme vous le voyez, n'est pas très grande. Les plus grandes réceptions se tiennent au palais présidentiel, au centre-ville. Ce bâtiment très design a été construit dans les années 90. Ça représente le rêve finlandais. Chaque Finlandais souhaite vivre dans une maison au bord de la mer ou d'un lac. Voici le bureau officiel de la présidente. C'est ici qu'elle réunit les membres de son cabinet. Des invités, parfois même des chefs d'État, viennent rencontrer la présidente à Mantaniemi. Ici, aucun tabou. On montre tout aux journalistes. Même les coulisses. Voici l'aile des bureaux. Voulez-vous entrer? Tous services confondus, la présidence finlandaise emploie moins de 70 personnes. Au détour de la visite, nous apercevons le mari de la présidente en plein travail. Mais la seule chose que nous ne verrons pas,
c'est la chambre à coucher et le sauna finlandais. Je pense qu'il est naturel de vous faire visiter cet endroit. C'est ouvert pour les Finlandais et pour les autres citoyens qui le demandent. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ça fait partie de cette ouverture et de cette transparence de montrer les lieux. Tout cela est payé par l'argent du contribuable. Les contribuables ont le droit de voir ce qu'il se passe. Ici, pas question de mélanger dépenses publiques et dépenses privées. La présidente doit payer sa propre nourriture et celle de sa famille, ses vêtements, ses billets d'avion et ses vacances. Je dois dire que ce n'est pas toujours facile. Nous essayons de séparer ces achats privés des achats officiels. Si ce n'est pas clair sur la facture, nous demandons des explications à la secrétaire de la présidente. Et parfois, c'est la présidente elle-même qui nous dit si c'est un achat privé ou lié à sa fonction. Au centre d'Helsinki, sur les bords de la mer Baltique, se trouve le palais présidentiel. C'est ici que travaille la présidente et ses collaborateurs. Ce monument historique est ouvert aux visites pour tous les citoyens. Chaque année, le 6 décembre, la présidente y reçoit 2000 invités pour la fête nationale. Une réception retransmise à la télévision. Nous avons demandé à connaître le coût de ces festivités. Le directeur de cabinet nous reçoit, chiffres en main. Il y a ici à peu près toutes les factures. On peut tout vous montrer. Vous avez la date, le numéro de la facture, différents chiffres comptables, l'explication et le prix. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. Par exemple, pour les fleurs dont nous avons besoin ce jour-là, nous avons payé 6 000 €. Et combien coûte la réception? C'est à peu près 126 000 €. Ce souci de transparence s'explique par une loi. Chaque citoyen a le droit d'être informé sur les dépenses publiques. Il lui suffit d'écrire à une administration pour obtenir une réponse chiffrée. En cas de refus, le citoyen peut aller devant la justice. Si vous demandez par exemple quel est mon salaire ou celui de ma secrétaire, nous sommes dans l'obligation de vous répondre, car c'est une information publique. Et cela s'applique à toute l'administration en Finlande. Tous les salaires des fonctionnaires sont publics. Si je vous demande combien vous gagnez par mois, vous me le dites? Oui, je peux vous répondre. Alors? C'est un peu plus de 9 000 € par mois. Grâce à cette transparence et ce contrôle strict des dépenses publiques, la Finlande est réputée le pays le moins corrompu au monde. En France, ces pratiques ne sont pas à l'ordre du jour. Et rien dans la loi n'oblige l'Élysée à changer. Mais depuis ces dernières années, les pressions se font de plus en plus fortes. Signe des temps, on trouve dans le budget 2007 de la présidence des détails jamais mentionnés auparavant. Il y a un léger progrès. Et là, bon, il n'y a pas beaucoup plus de pages, hein. C'est pas beaucoup plus. Mais je note qu'on nous donne le tableau des effectifs. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, bon, on nous dit 900, au 1er janvier 2006, il y aurait 957 personnes à l'Élysée. René Dosière n'est plus seul à vouloir contrôler l'Élysée. Salut Pierre. Depuis 2 ans, Pierre Bourguignon, un autre député PS, se plonge dans les finances du château. Et incroyable, il a découvert une erreur. L'Élysée payait une taxe en trop, un comble. S'agissant des emplois publics, il n'y a pas de taxe sur les salaires. L'Élysée payait la taxe sur les salaires. Ça fait d'ailleurs que ça baisse le budget cette année. Tu te rends compte si on avait pu faire cette remarque-là il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça faisait 6 millions d'économies. Voilà. De l'intérêt à ce que ce soit transparent. Voilà l'intérêt d'ailleurs de l'utilité de la procédure parlementaire. Je te laisse repartir. Allez Pierre. Grâce à cette découverte du député, l'Élysée a économisé cette année 665 000 €. Comme quoi, les contrôles ont parfois du bon. Et finalement, après 3 mois d'enquête, l'Élysée nous rappelle. Le directeur de cabinet de Jacques Chirac accepte de nous recevoir au palais, mais sans caméra. Pour justifier les dépenses de l'Élysée, il nous donne des chiffres inédits. Exemple, 500 000 € de frais postaux par an.
et plus de 4 millions d'euros pour le téléphone. Nous obtenons aussi le coût de la fameuse Garden Party du 14 juillet. 475 000 euros de traiteur pour 9 000 invités. Mais tous ces chiffres sont invérifiables. Impossible de voir les factures de l'Élysée. En France, sur les questions d'argent, il faut toujours croire le président de la République sur parole.